J'ai 64 ans et si vous m'aviez dit il y a 5 ans que me remarier me coûterait presque tout ce que j'avais passé 3 décennies à bâtir, je vous aurais ri au nez, mais c'est exactement ce qui s'est passé et la seule raison pour laquelle je possède encore mon vignoble, mon chai et ma liberté aujourd'hui est que lorsque j'ai épousé Richard Beaumont, j'ai pris une décision cruciale car je ne lui ai jamais dit, ni à lui ni à ses 3 enfants adultes, que le domaine où nous vivions n'était pas un simple héritage familial mais que c'était le mien, uniquement le mien, chaque hectare, chaque pied de vigne, chaque bouteille. Laissez-moi reprendre depuis le début, je m'appelle Catherine Dubois, même si tout le monde m'appelle Cathy, et j'ai acheté mes 2 premiers hectares à Saint-Émilion en 1989 quand j'avais 34 ans alors que j'étais une mère célibataire travaillant comme agent immobilier et les gens pensaient que j'étais folle. Une femme seule achetant des terres en friche dans une région viticole aussi prestigieuse, même le banquier a failli m'éclater de rire au nez mais j'avais une vision et surtout j'avais du cran. J'ai commencé modestement, plantant mes premiers rangs de merlot de mes propres mains tandis que ma fille Émilie avait 7 ans et m'aidait après l'école, ses petits doigts apprenant à attacher les sarments au tuteur, et il a fallu 3 ans avant que ces vignes ne produisent quoi que ce soit qui vaille la peine d'être pressé. 3 ans à cumuler mon métier d'agent immobilier la journée et le travail de la terre chaque soir et chaque week-end, 3 ans pendant lesquels les gens du village pariaient sur le moment où j'abandonnerais pour vendre, mais je n'ai pas abandonné. En 1995, j'avais 6 hectares plantés et ma première cuvée en bouteille. En 2000, je m'étais étendu sur 20 hectares et j'avais ouvert un petit espace de dégustation, et en 2010, le domaine du bois était reconnu, avec 30 hectares de terroir exceptionnel à Saint-Émilion, un magnifique bâtiment de chai en pierre, une salle de dégustation de 40 places et des vins qui commençaient à être cités dans le guide Hachette. Savez-vous ce qu'il faut à une femme seule pour bâtir quelque chose comme ça, les journées de 16 heures, les emprunts bancaires que je devais garantir personnellement, les périodes de vendange où j'étais dehors à 2 heures du matin pour surveiller le pressurage, les retards de paiement que je jonglais pour garder l'électricité, chaque décision, chaque risque, chaque victoire, c'était moi, c'était à moi. Quand j'ai eu 60 ans, Émilie était diplômée de la faculté d'œnologie de Bordeaux et travaillait dans un grand château dans le Médoc car elle ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale, elle voulait tracer son propre chemin et je respectais cela. Mon domaine s'était agrandi pour atteindre 60 hectares et la propriété valait au moins 8 millions d'euros, probablement plus, je n'étais pas richissime mais j'étais à l'aise, en sécurité, fière de ce que j'avais accompli, mais j'étais seule. Mon premier mari, le père d'Émilie, était parti quand elle avait 3 ans et j'avais eu quelques relations ici et là au fil des ans mais rien de sérieux car j'avais été trop occupée à construire mon rêve pour me concentrer sur la romance, mais à 60 ans, avec Émilie vivant sa propre vie et l'entreprise tournant sans accroc grâce à mon incroyable chef de culture, Carlos, je me retrouvais seule aérée dans ma grande maison de maître. C'est alors que j'ai rencontré Richard lors d'une vente aux enchères de vins caritatifs à Bordeaux, il avait 67 ans, c'était un banquier d'affaires à la retraite, récemment veuf, grand, les cheveux argentés, charmant de cette manière polie qui vient de décennies de costumes sur mesure et de cercles privés. Il a enchéri sur une caisse de mon Merlot Réserve 2015 et quand il a gagné, il est venu se présenter en me disant qu'il avait entendu des merveilles sur le domaine du bois et qu'il aimerait visiter ma salle de dégustation un jour. Il est venu le week-end suivant, puis celui d'après, et dès la 3e visite nous dînerions ensemble, puis au bout de 6 mois nous parlions d'avenir. Richard était attentionné, prévenant, il m'offrait des éditions originales de livres sur la viticulture, il organisait des escapades romantiques à Biarritz ou dans le bassin d'Arcachon, il m'écoutait quand je parlais des défis de diriger un domaine viticole dans un milieu encore dominé par les hommes et il semblait fasciné par ma réussite. Avec le recul, je vois exactement ce que j'ai raté, mais à l'époque, j'étais juste une femme de 60 ans qui avait été seule la majeure partie de sa vie d'adulte et qui tombait amoureuse. Nous nous sommes fiancés après 8 mois, il a fait sa demande au coucher du soleil sur ma parcelle ouest, celle qui offre la plus belle vue sur la vallée, avec une bague qui devait coûter 20 000 euros et j'ai dit oui les larmes aux yeux. C'est là que les questions ont commencé, pas de Richard au début, mais de ses enfants car il en avait 3, Damien, 42 ans, qui travaillait dans la finance comme son père, Patricia, 39 ans, promotrice immobilière, et Mathieu, 35 ans, qui faisait quelque chose de vague dans le conseil technologique à Paris. Ils vivaient tous en région parisienne mais Richard était proche d'eux. La première fois qu'ils sont venus visiter le domaine, 2 semaines après les fiançailles, Patricia a parcouru ma maison comme si elle effectuait une expertise immobilière en me demandant combien d'hectares comptait la propriété, quelle était la production annuelle, qui gérait la distribution et si j'avais des associés.
Mais je suis restée vague en répondant que c'était une exploitation familiale et que tout était au nom des Dubois depuis plus de 30 ans. Damien voulait connaître les finances, demandant quel genre de chiffre d'affaires un domaine comme celui-ci générait, quelles étaient les marges et comment la dette était structurée. J'ai souri poliment en disant que nous nous en sortions bien et que ce n'était pas vraiment une question d'argent pour moi mais une question de savoir-faire, tandis que Mathieu m'a carrément interrogé sur mon testament, suggérant qu'étant donné que son père et moi allions nous marier, il serait judicieux d'organiser la succession pour des raisons fiscales. J'avais 60 ans, j'étais en pleine santé, j'ai regardé Richard en attendant qu'il dise à son fils que c'était inapproprié mais Richard a juste serré ma main en disant que Mathieu avait raison et que nous devions tous les deux nous assurer que nos affaires étaient en ordre car c'était la chose responsable à faire. Émilie est revenue du Médoc pour le mariage et la veille, alors que nous buvions un verre de vin sur la terrasse, elle m'a demandé si j'étais sûre de moi car ses enfants lui donnaient une mauvaise impression. Je lui ai répondu qu'ils étaient juste protecteurs envers leur père puisqu'il était tout ce qu'il leur restait depuis la mort de leur mère, mais Émilie a insisté sur le fait que Patricia regardait le chai et les barriques comme si elle évaluait un actif immobilier, puis elle m'a demandé si j'avais fait un contrat de mariage. Mon avocate, maître Hélène Roux, que je connaissais depuis l'époque où j'étais agent immobilier, avait insisté pour cela. Richard avait semblé un peu blessé quand j'en avais parlé mais il avait signé sans trop d'histoire, le contrat était clair, les biens acquis avant le mariage restaient des biens propres, donc le domaine, le chai et l'entreprise m'appartenaient exclusivement. Ce que je n'avais dit à personne, ni à Émilie, ni à Maître Roux, ni même à Richard, c'était ce que j'avais raconté à Richard et à ses enfants au sujet de la propriété car j'avais menti, par un gros mensonge, juste une omission stratégique en leur disant que le domaine était une propriété familiale en indivision qui appartenait aux Dubois depuis des générations, laissant entendre qu'il y avait d'autres parties prenantes pour faire croire que j'étais la gérante mais pas l'unique propriétaire. Quand il posait des questions directes, je détournais la conversation en disant que c'était complexe ou qu'il y avait des groupements fonciers agricoles impliqués. Était-ce malhonnête? Peut-être. Mais mon instinct forgé par 30 ans de lutte pour bâtir et conserver mon entreprise me disait que si les enfants de Richard me voyaient comme une riche veuve avec des millions d'euros de patrimoine immobilier, cela ne présagerait rien de bon, et j'avais tellement raison. Le mariage fut intime, nous nous sommes mariés au domaine sous une arche couverte de vignes, Émilie était ma demoiselle d'honneur, les 3 enfants de Richard étaient ses témoins, tous souriants et gracieux, Patricia m'a même serré dans ses bras en m'appelant maman, ce qui aurait dû être touchant mais sonnait faux. Nous n'avons pas fait de lune de miel car les vendanges approchaient et je ne pouvais pas laisser Carlos gérer cela seul. Richard a dit qu'il comprenait, il s'est installé dans la maison de maître avec ses meubles, ses livres et ses clubs de golf, et nous avons commencé notre vie de mariés. La première année fut agréable, Richard semblait heureux de jouer au golf au club local, de recevoir ses enfants pour les déjeuners du dimanche et de s'asseoir sur la terrasse le soir avec un verre de mon vin en regardant le soleil se coucher sur les vignes. Il ne s'ingérait pas dans les affaires et ne posait pas trop de questions, il était simplement une présence réconfortante. Mais au cours de la 2e année, les choses ont changé, ça a commencé avec Damien qui est venu seul un samedi pour demander s'il pouvait jeter un œil au compte du domaine dans une perspective de planification financière, disant que son père avait mentionné que je pourrais vouloir étendre la distribution et qu'il avait des contacts, alors que je n'avais jamais parlé d'expansion. Je l'ai remercié en disant que Carlos et moi gérions très bien le côté commercial. Son sourire s'est figé et il m'a rappelé que j'étais de la famille maintenant et qu'il voulait aider. Puis Patricia a commencé à se présenter avec des agents immobiliers pour faire estimer la propriété sous prétexte d'assurance en affirmant qu'avec le changement climatique et les risques de grêle ou de gel, il était crucial de réévaluer la valeur du terrain. Je lui ai dit que j'avais déjà une excellente assurance mais elle a insisté sur le fait que des propriétés comparables à Saint-Émilion se vendaient entre 12 et 15 millions d'euros et que je devais savoir sur quel trésor j'étais assise. Je lui ai demandé de partir. Quant à Mathieu, il était plus subtil, mentionnant lors des dîners que de nombreux domaines passaient à la vente directe en ligne et qu'il pouvait m'aider à construire une plateforme avec une réduction familiale, alors que j'avais déjà un site web et que je faisais déjà de la vente directe. Mais le plus inquiétant était Richard, il a commencé à me demander de signer des documents pour, disait-il, mettre à jour les bénéficiaires de son assurance vie, mais quand je lisais les papiers, la moitié du temps ils n'avaient rien à voir avec son assurance vie, c'était des mandats de protection future, des autorisations de transfert de propriété ou des documents qui lui donneraient un pouvoir légal sur mes comptes. Richard, je ne signe pas ça, ai-je dit plus d'une fois,
Il me demandait si je ne lui faisais pas confiance en rappelant que nous étions mariés, mais je lui répondais que ce n'était pas une question de confiance mais que je ne signais jamais rien que je ne comprenais pas totalement. Il devenait alors froid et distant, ne me parlant plus pendant des jours. Puis il y a eu les appels téléphoniques, je remarquais qu'il prenait ses appels à l'extérieur, marchant entre les rangs de vignes là où je ne pouvais pas l'entendre, et quand je lui demandais qui c'était, il répondait toujours que c'était juste Damien ou Patricia ou personne d'important. 3 ans après le mariage, je suis rentrée d'un rendez-vous avec mon distributeur à Bordeaux pour trouver Richard, Damien et Patricia dans mon bureau au Chai. Ils avaient ouvert mon classeur et des papiers étaient étalés sur mon bureau. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient et ils ont sursauté comme s'ils avaient été pris en faute. Patricia a rapidement ramassé les papiers, Damien a fermé le classeur et Richard a souri de ce sourire lisse en disant qu'il cherchait juste les papiers d'assurance car Patricia avait raison et qu'il fallait mettre à jour ma police. Je leur ai crié que c'était des documents commerciaux privés et qu'ils n'avaient aucun droit d'être là, mais Richard a répliqué qu'il était mon mari et qu'il n'y avait pas de secret dans un mariage. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Roux pour lui dire que quelque chose n'allait pas et que j'avais besoin qu'elle vérifie l'état hypothécaire de mon domaine et que tout était toujours bien à mon nom. Elle m'a rappelé 3 jours plus tard d'une voix tendue en m'informant que quelqu'un avait déposé des documents à la chambre des notaires et au registre du commerce, des actes de cession, des accords d'association, des papiers qui donneraient à Richard et à ses enfants des parts majoritaires dans le domaine du bois. Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai demandé comment c'était possible puisque je n'avais jamais rien signé de tel, elle m'a répondu que les signatures ressemblaient à la mienne mais qu'il s'agissait de faux grossiers une fois comparés à ma véritable signature, et que même si ces documents pouvaient être déposés, leur validité devant un tribunal était une autre affaire mais que c'était un crime de faux et usage de faux extrêmement grave. Je me suis assise sur les marches de la terrasse, le téléphone pressé contre l'oreille, regardant les vignes que j'avais plantées de mes mains 30 ans plus tôt, et j'ai demandé ce que je devais faire. Maître Roux m'a conseillé de porter plainte, d'obtenir une injonction et de confronter Richard, mais je ne l'ai pas fait tout de suite car j'ai d'abord appelé un vieil ami, un enquêteur privé nommé Thomas Roy avec qui j'avais travaillé à l'époque de l'immobilier. Thomas, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur Richard Beaumont, tout, son historique financier, son casier judiciaire et surtout ce qui est arrivé à sa première femme, comment elle est morte et ce qu'il est advenu de son héritage. Il a fallu 2 semaines à Thomas pour revenir vers moi avec un dossier épais de plusieurs centimètres. La première femme de Richard, Marguerite, était morte il y a 4 ans, mais avant de mourir, elle avait transféré l'intégralité de son patrimoine, un appartement de luxe dans le 16e arrondissement de Paris, ses comptes d'investissement, tout au nom de Richard, et le transfert avait eu lieu 6 mois avant son décès alors qu'elle souffrait d'un Alzheimer précoce. Et c'est là que ça devenait vraiment sombre car la sœur de Marguerite avait tenté de contester le transfert, affirmant que Richard avait profité de la faiblesse mentale de sa femme, mais Richard avait des documents, des procurations, des actes de transfert, tous signés par Marguerite, et bien que la sœur prétende qu'il s'agissait de faux ou de signatures extorquées, l'affaire s'était réglée à l'amiable avec un petit versement pour que la sœur se taise, Richard avait tout gardé. Il y avait plus, Damien avait été poursuivi par un ancien associé pour fraude financière, Patricia avait perdu sa licence d'agent immobilier pour des violations éthiques graves et Mathieu avait été renvoyé de 2 cabinets de conseil pour des raisons non divulguées. Thomas m'a regardé en disant que c'était une famille d'escrocs, qu'il l'avait déjà fait et qu'il recommençait avec moi. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, il m'a conseillé de partir, de divorcer et de porter plainte pour les faux, mais j'avais passé 30 ans à bâtir le domaine du bois et ces gens pensaient pouvoir entrer ici, falsifier des papiers et voler mon œuvre de vie. Non, je n'allais pas seulement me protéger, j'allais m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais faire ça à personne. Je suis retournée voir Maître Roux en lui disant que je voulais monter un dossier solide pour fraude, tentative de vol, faux et usage de faux, je voulais des poursuites pénales, elle m'a prévenu que ce serait sale et public, que la réputation de mon domaine pourrait en souffrir, mais j'ai répondu que ma réputation était basée sur la qualité de mon vin et l'intégrité de mon nom et que tout le monde devait savoir ce qu'ils avaient tenté de faire. Nous avons construit le dossier méthodiquement, mon avocate a fait appel à un expert comptable judiciaire qui a passé au peigne fin chaque document financier, nous avons trouvé d'autres signatures falsifiées, nous avons trouvé des chaînes de courriels entre Damien et Patricia discutant de la manière de maximiser l'extraction de valeur du domaine, nous avons trouvé des SMS de Richard à ses enfants élaborant des stratégies pour me manipuler. Nous avons aussi découvert que Richard n'avait pas fait cela qu'à sa première femme mais aussi à sa seconde, une femme nommée Hélène qui était morte d'une chute dans sa maison de vacances et qui avait elle aussi transféré ses biens à Richard peu avant son décès.
Ses enfants adultes avaient tenté de contester mais avaient été bloqués par les mêmes avocats que Richard avait utilisés pour l'affaire de Marguerite. 2 femmes mortes, 2 héritages transférés juste avant leur décès, et maintenant une 3e femme, moi, à qui ils essayaient de voler ses biens. Je n'étais pas mourante, je n'étais pas malade, j'étais en bonne santé et lucide à 64 ans, mais si j'avais été un peu plus crédule, un peu moins prudente, qui sait ce qui aurait pu m'arriver. Maître Roux a déposé tous les documents auprès du procureur de la République. Nous avions assez pour des accusations de fraude criminelle contre Damien et Patricia, et pour Richard nous montions un dossier pour abus de faiblesse, fraude et association de malfaiteurs, mais avant que tout cela ne devienne public, je voulais ma confrontation. Je l'ai organisé soigneusement en disant à Richard que je voulais faire un dîner de famille avec tous ses enfants, Émilie et quelques amis pour fêter nos 3 ans de mariage. Il était ravi, pensant que j'avais enfin accepté l'idée d'une famille unie. Le dîner fut fixé au samedi soir au domaine. J'ai demandé à Carlos de dresser des tables sur la terrasse surplombant les vignes, j'ai engagé un traiteur et j'ai sorti mes meilleures bouteilles. Richard, Damien, Patricia et Mathieu sont arrivés sur leur 31. Tout sourire, Émilie est arrivée avec son compagnon en me lançant un regard interrogateur car je l'avais briefée plus tôt et elle tenait à peine ses nerfs, puis mes autres invités sont arrivés, Maître Roux, Thomas Roy, la capitaine Sarah Fontaine de la gendarmerie, et 2 autres personnes que Richard n'attendait pas, Jeanne, la sœur de Marguerite, et Caroline, la fille d'Hélène. Le visage de Richard est devenu livide quand il les a vus entrer sur la terrasse. Il a demandé ce que c'était et j'ai répondu calmement que c'était un dîner de famille et que ces personnes faisaient aussi partie de la famille, Jeanne étant la sœur de sa défunte femme Marguerite et Caroline la fille de sa défunte femme Hélène, ajoutant qu'il était temps que nous fassions tous connaissance. Damien s'est levé en disant que c'était ridicule et qu'il partait mais la capitaine Fontaine lui a ordonné de se rasseoir. Patricia semblait sur le point de s'évanouir. Je me suis levé en bout de table, un verre de mon réserve 2018 à la main, en les regardant un par un. Pensiez-vous vraiment que je ne découvrirais rien, ai-je demandé, croyez-vous honnêtement que vous pourriez falsifier des documents, déposer de faux actes de transfert et que je ne remarquerais rien? Richard a tenté de bafouiller qu'il ne savait pas de quoi je parlais mais je lui ai dit que lui et ses enfants étaient des voleurs et qu'ils avaient déjà fait cela 2 fois. J'ai rappelé que Marguerite et Hélène avaient transféré leurs biens juste avant de mourir, ce qui était bien pratique. Richard a hurlé que c'était des transferts légitimes qu'elle voulait qu'il ait, mais Jeanne est intervenue d'une voix tremblante en disant qu'il avait falsifié la signature de sa sœur et qu'elle le disait depuis des années. Caroline a ajouté que sa mère était terrifiée par lui à la fin et qu'elle ne voulait rien signer mais qu'il apportait sans cesse des papiers à l'hôpital. J'ai regardé Richard, Damien, Patricia et Mathieu en leur disant qu'ils pensaient que j'étais juste une autre femme mûre qu'ils pourraient dépouiller, mais qu'ils ignoraient que j'avais bâti ce domaine à partir de rien, que j'avais combattu les banques, les sécheresses, les incendies, les récessions et toute une industrie qui ne voulait pas de femmes à sa table, et que je n'hésiterais pas à les combattre aussi. Maître Roux s'est avancé avec un dossier contenant les documents falsifiés qu'ils avaient déposés, précisant que les signatures avaient été analysées et qu'elles étaient fausses, que nous avions les preuves de leurs échanges de courriels et les témoignages des précédentes victimes. La capitaine Fontaine a alors déclaré que Richard, Damien et Patricia Beaumont étaient en état d'arrestation pour escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. L'heure qui a suivi fut un chaos de droit lu, de menottes, Mathieu clamant qu'il ne savait rien et dénonçant ses frères et sœurs, Patricia en pleurs, Damien menaçant de procès et Richard, silencieux, me fixant avec une haine pure, alors qu'on les emmenait vers les voitures de gendarmerie. Richard a fini par me cracher que j'étais une femme vindicative et qu'il m'avait aimée. Je me suis approchée de lui, assez près pour que lui seul m'entende, et je lui ai dit que non, il n'avait aimé que ma propriété mais que celle-ci n'avait jamais été à lui, que chaque vigne, chaque bouteille, chaque hectare, je les avais achetés, bâtis et mérités, et qu'il ne pourrait pas me les prendre parce que je savais exactement ce que je possédais et que je l'avais protégé. L'affaire criminelle a duré 8 mois, Damien et Patricia ont plaidé coupables pour escroquerie et faux en échange de peines réduites et ont écopé de 2 ans de prison chacun. Richard est allé au procès et a été reconnu coupable d'abus de faiblesse, de fraude, d'association de malfaiteurs et après une enquête approfondie sur les décès de Marguerite et Hélène, de nouveaux éléments ont conduit à d'autres poursuites. Il a été condamné à 12 ans de prison à l'âge de 67 ans, ce qui équivalait pratiquement à une perpétuité. Le divorce a été prononcé 3 mois après les arrestations, le contrat de mariage a tenu, Richard n'a rien eu et ses frais d'avocat l'ont ruiné. Mathieu, qui a coopéré avec le procureur, a été condamné à du sursis et a dû témoigner contre son père et ses frères et sœurs.
Aujourd'hui j'ai 69 ans, le domaine du bois est prospère, Émilie a décidé de revenir travailler avec moi car voir sa mère se battre pour ce qui lui appartenait lui a donné envie de faire partie de cet héritage. Carlos est toujours mon chef de culture et vient de fêter ses 20 ans à mes côtés. Je ne me suis jamais remariée et je ne pense pas le faire, mais je raconte cette histoire à quiconque veut l'entendre, surtout aux femmes d'un certain âge qui ont bâti quelque chose de leurs mains. Quand je me suis mariée à 60 ans, j'ai fait le choix de ne pas dire à mon mari ou à ses enfants que le domaine où nous vivions m'appartenait exclusivement, je leur ai fait croire que c'était une propriété familiale ou une propriété partagée, quelque chose de vague et complexe. Certains diront que j'aurais dû faire confiance à Richard et que si je ne lui faisais pas confiance je n'aurais pas dû l'épouser, mais voici ce que j'ai appris. Se protéger n'est pas une question de méfiance, c'est reconnaître que la personne que vous aimez aujourd'hui n'est peut-être pas celle que vous croyez demain, c'est comprendre que vos accomplissements, votre patrimoine, le travail de toute une vie sont avoués qu'ils ne deviennent pas des biens communs simplement parce que vous tombez amoureux, ils ne sont pas négociables parce que vous cherchez de la compagnie, et parfois le simple fait de garder un secret, de ne pas abattre toutes ces cartes, est ce qui sauve tout ce pourquoi vous avez travaillé. J'ai gardé mon secret pendant 3 ans et ces 3 années m'ont donné le temps de voir qui Richard et ses enfants étaient réellement, le temps de remarquer les signaux d'alarme, le temps de rassembler des preuves et le temps de me protéger. Si je leur avais dit dès le premier jour que j'étais la seule propriétaire d'un domaine de 8 millions d'euros, je ne sais pas ce qui se serait passé, peut-être aurait-il frappé plus fort et plus vite, peut-être n'aurais-je pas remarqué la manipulation avant qu'il ne soit trop tard, peut-être serais-je comme Marguerite et Hélène, dépouillée de tout ce que j'ai bâti, une triste mise en garde au lieu d'une survivante. Mais je ne leur ai pas dit et ce secret m'a sauvée. Mon conseil à quiconque entame un mariage tardif ou n'importe quel mariage est de savoir ce que vous possédez, ce que cela vaut, de le protéger légalement et de ne pas vous sentir coupable de garder certaines cartes pour vous jusqu'à ce que vous soyez absolument certain de qui vous avez en face de vous, car l'amour est beau mais la naïveté est dangereuse et l'œuvre d'une vie n'est pas quelque chose avec lequel on joue, jamais. Je fais toujours du vin, je marche toujours dans mes rangs de vignes au coucher du soleil en touchant les cèpes que j'ai plantés il y a 30 ans, je goûte toujours chaque cuvée, je prends toujours chaque décision d'assemblage et j'accueille toujours les clients dans ma salle de dégustation avec fierté. La différence est que maintenant quand je sers un verre de domaine du bois réserve et qu'on m'interroge sur la propriété, je dis la vérité. C'est mon domaine, je l'ai acheté, je l'ai bâti, je le possède, chaque pied de vigne que vous voyez est à moi, chaque bouteille est à moi, chaque hectare est à moi, puis je souris et j'ajoute que cela restera ainsi parce que je n'ai jamais été leur victime, je n'ai jamais été leur proie, je n'ai jamais été leur cible facile, j'ai été leur châtiment, et je suis toujours là sur mes terres, vivant ma vie, faisant mon vin exactement comme je l'ai toujours fait, seul peut-être mais libre. Absolument, et cela n'a pas de prix.